Azul salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Dans ce troisième numéro de ce quatrième chapitre de la protection de l'entreprise et la protection de le marché, nous allons aborder la protection du marché et pour ce faire, donc on va aborder et traiter d'abord les ententes ou bien les cartels. Et dans un deuxième temps, donc on va essayer donc de traiter la question de la position dominante et surtout l'abus de la position dominante et par voie de conséquence l'indépendance économique. Ou bien la dépendance, surtout la dépendance économique ici. Alors pour traiter ce point, première des choses, la référence, le cadre de référence et le bien de la loi qui régit donc cette question, c'est la loi 104 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Pour l'entente ou les cartels, ça veut dire quoi? Donc on va commencer par définir qu'est-ce que l'entente. Enfin, l'entente anticoncurrentielle, c'est une pratique prohibée par l'article 6 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Bien sûr, donc cette loi est presque la même chose que l'article L420 1-1 du Code de commerce français. C'est presque la même chose. Autrement, donc on s'inspire, voilà, donc généralement on s'inspire au Maroc le code de commerce français. Donc on essaie donc de s'aligner avec la législation française et européenne surtout en cette matière donc de la concurrence et la liberté des prix. Je reprends. L'entente, c'est quoi? C'est une pratique qui est interdite et même prohibée par cet article. Et il s'agit bien évidemment de quoi? Donc d'une pratique qui est anticoncurrentielle. Pour qu'il y ait donc l'entente anticoncurrentielle, deux conditions sont indispensables, voire même inéluctables. Donc les conditions pour que un accord entre deux entreprises ou bien plusieurs dans un secteur à ce qu'il soit qualifié d'entente anticoncurrentielle, il faut deux conditions. Il faut tout d'abord une collision, c'est-à-dire donc une entente, donc peut-être la répartition géographique matérielle, ainsi l'exemple au niveau de l'ECM au Maroc un certain temps. Donc chaque opérateur il s'installe dans une zone tout seul et le concurrent s'installe dans une autre zone tout seul et dont il exerce normalement sa production. Là, donc peut-être, donc apparemment, on peut qualifier ça de la collision entre ces parties. Deuxième élément, il faut ensuite que cette collision comporte une incidence sur la concurrence. Il faut qu'il influence la structure de le marché. Surtout la structure au niveau de le marché, c'est vers la fin, donc la question de la concurrence dans un marché. Autrement dit, entrave cette dernière, elle entrave la concurrence. Est-ce que la concurrence soit exercée, est-ce que soit exercée dans le marché, ayant pour objet ou effet d'empêcher, soit donc trois éléments, trois incidents qui peuvent qualifier bien évidemment donc toute collision d'avoir une incidence, soit qu'elle empêche, ou bien restreindre, ou bien fausser le jeu de la concurrence. Soit empêcher donc la concurrence de manière directe, limiter, restreindre donc le jeu de la concurrence, ou bien fausser le jeu de la concurrence, soit fausser l'offre, la demande, les prix au niveau de le marché. Toute entreprise exerçant une activité de production, de distribution, de services est concernée par cette interdiction. Donc toutes les entreprises de production, distribution et de services sont concernées par cette interdiction d'entente et de collision qui comporte une incidence sur la concurrence. C'est ce qui ressort de l'article 6 de la loi 104-12 et bien sûr donc l'article pour ceux qui s'intéressent le droit français L420-1 du Code de commerce français. Les formes d'entente sont plusieurs, donc on distingue, on va voir ici donc trois types. Les ententes contractuelles, c'est-à-dire donc il suppose l'existence d'un contrat, d'une entente, d'un accord entre les entreprises qui ont choisi de se mettre d'accord donc sur un aspect qui est un aspect bien déterminé, donc qui peut changer la concurrence de le marché.
Ce sont des contrats au sens de droit civil, c'est-à-dire des conventions ayant force obligatoire entre les parties, c'est-à-dire d'une convention, bien un accord donc, qui produit donc des engagements, des obligations réciproques entre les parties. D'abord les ententes verticales. Les ententes anticoncurrence peuvent également être constituées donc, par des conventions conclues entre les opérateurs situés à différents stades de processus de production et distribution, entre l'entente entre celui qui produit de la matière première, celui qui fait de la production, celui qui fait par exemple donc, de la distribution. S'il existe une entente entre les trois parties pour le changer et modifier les conditions de le marché, donc on peut qualifier ça d'une entente anticoncurrentielle, soit horizontale, c'est-à-dire donc des entreprises qui existent sur le même niveau, par exemple les entreprises, le ciment au Maroc. Dernièrement on parlait de l'entente au niveau de le domaine de la distribution de le carburant au Maroc. On a soupçonné les entreprises, les grands opérateurs dans le domaine de la distribution de le carburant de pratiquer une entente anticoncurrentielle. Alors, il peut revêtir donc des formes diverses, telles que, par exemple, des ententes de prix, de marge entre entreprises, en principe concurrentes, alors que donc ils sont, c'est ce qu'on appelle généralement l'entente. Ici, donc voilà, donc une entente, la recherche de la paix donc entre les parties au lieu de la guerre, au lieu normalement de se livrer à une guerre, à une concurrence au niveau des prix, une guerre des prix, ainsi de suite. Deuxième élément, ce sont les ententes, ou bien deuxième type, ce sont les ententes organiques. L'entente peut prendre donc la forme d'un groupement pourvu de la personnalité morale. C'est l'exemple ici, au Maroc, la marque Lebsma. La marque Lebsma, c'est vrai donc dont le propriétaire et l'association de je pense le confort et le sommet, c'est ce groupement d'intérêt économique qui est créé par les Chibound et Doledol. En principe ce sont des concurrents, mais ils se sont mis d'accord sur le développement d'une marque pour normalement faire face aux petits producteurs de la mousse pour les matelas. Par exemple, la centrale de vente, d'achat, plusieurs entreprises se mettent d'accord, ils sont concurrentes, mais ils se regroupent pour faire des achats et pour casser les prix au niveau des achats et pratiquer donc un pouvoir sur les fournisseurs pour acheter moins cher que les autres. Ou bien donc un groupement d'intérêt économique qui constitue, qui agit dans l'intérêt de ses membres. Là, ce sont des ententes qui sont organiques. Ou encore, les membres de l'entente constituent donc une association ou bien un syndicat pour défendre leurs intérêts. Et surtout, donc, on va voir donc le plus important dans ce genre d'entente, c'est que il faut qu'il y ait donc une incidence, un impact sur la concurrence et sur le marché pour qu'il soit considéré donc d'entente anticoncurrentielle. Enfin, donc les ententes silencieuses, elles constituent donc une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussées jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, et substituent donc sciemment une coopération pratique entre elles au risque de la concurrence. Ou est-ce qu'ils se livrent à la concurrence? Donc chacune des entreprises ou bien chacun des concurrents a choisi normalement d'éviter l'autre et de ne pas normalement exercer donc de la concurrence avec les autres, et silencieusement donc les parties sont contentes sciemment. Donc là on peut parler d'une coopération pragmatique et pratique même, alors qu'il n'est pas fondé ni sur une structure organique ni sur un accord explicite entre les parties. Maintenant, donc les règles juridiques de manière générale, donc l'article 6 de la loi 104/12, il contient les éléments, 3 éléments d'infraction. D'abord, il faut qu'il y ait donc une forme d'accord ou de pratique concertée entre les entreprises, c'est-à-dire autrement pour qualifier une entente, donc d'entente anticoncurrentielle et à ce qu'elle soit prohibée donc sur l'article 6, donc il faut d'abord qu'il y ait donc une forme d'accord ou de pratique concertée entre des entreprises dont l'objet ou l'effet de restreindre, empêcher ou de fausser le libre jeu de la concurrence.
Et si cet accord est susceptible d'affecter également un marché au Maroc. Donc il doit accord ou bien deuxième élément pratique concerté. Donc il faut d'abord l'entente. Il faut que l'entente ait donc un incident sur le marché, soit à ce qu'il restreint ou bien à ce qu'il empêche, à ce qu'il fausse le libre jeu, mais également il faut que le marché concerné qu'il soit un marché au Maroc. Voilà donc les ingrédients pour qualifier donc une entente anticoncurrentielle et prohibée. Qu'est-ce que l'accord ou bien la pratique concertée? Ça veut dire quoi pour que l'article 6 de la loi soit appliqué? Donc il est nécessaire d'avoir un accord ou bien une pratique concertée. Ça veut dire quoi? Les accords peuvent être horizontaux ou bien verticaux, on a vu ça, et un accord enfin est infraction par rapport à l'article 6 si les conditions suivantes sont remplies. D'abord la restriction, prévention ou bien distorsion de la concurrence. Voilà pour que cet accord soit qualifié normalement de prohibé. Pour être donc en infraction par rapport à l'article 6 de la loi 104/12, l'accord doit avoir pour objet ou effet de restreindre, d'empêcher ou bien de fausser. Voilà donc le plus important dans les conditions pour qu'un accord, une entente entre les entreprises ou bien les concurrents soient qualifiés donc d'entente anticoncurrentielle. Deuxième élément, l'accord doit affecter un marché au Maroc. La clientèle concernée, le marché concerné est un marché qui existe au Maroc. L'accord ou la pratique concertée doivent avoir un effet sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci. L'article 6 s'applique à toutes les activités sur le marché marocain, donc, mais aussi donc, dans le cas d'empêchement ou blocage de la commercialisation sur le marché marocain, même si la production donc, est réalisée ailleurs. Mais donc l'influence, normalement la commercialisation de cette production sur le marché territoire national. Puis donc il faut ouvrir une enquête. Une enquête peut être ouverte pour recueillir donc les preuves nécessaires indiquant une infraction. Il faut donc il faut ouvrir une enquête. C'est l'enquête qui va dégager donc que c'est vrai, donc qui va tirer ces conclusions-là sur l'incidence de l'accord sur le jeu de la concurrence, également à ce que l'accord affecte donc le marché marocain. Deuxième élément, maintenant on va passer la question de l'abondance, l'abus de la position dominante, ou bien, pardon, ici c'est la dépendance économique. On va s'intéresser au début donc surtout donc à l'abus de la position dominante. L'objet donc de l'objet concerné sur l'article 17 de la loi sur les libertés relatives à la liberté des prix et de la concurrence au Maroc, donc l'abus de la position dominante vise à prohiber l'abus de position dominante sur un marché. Par conséquent, le simple fait de détenir une position dominante n'est pas couverte par l'interdiction prévue donc à l'article 17. À l'article 7, pardon. Donc la position dominante au Maroc, à partir du moment où on contrôle plus de 40% de le marché des parts de marché, donc on peut parler déjà de la position dominante. Par abus de la position dominante, on entend les pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, restreindre, de fausser. Avoir une position dominante n'est pas interdit. Mais l'abus, shatat, dit que la position pour affecter ou influencer négativement la concurrence, soit l'empêcher carrément, la restreindre ou bien la fausser. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'abus de la position dominante. Les critères pour qualifier, donc pour parler d'un abus de la position dominante, sont la position dominante d'abord, donc il faut qu'il existe une position de force économique qui permet à l'entreprise qui en bénéficie d'empêcher le maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, ou lui conférant donc le pouvoir de se comporter de manière appréciablement indépendante de ses concurrents et finalement des consommateurs. Donc la position dominante, par un acte, elle peut influencer radicalement la structure du marché. Le marché marocain, donc une partie, donc il faut que le marché concerne, il faut qu'il soit le marché marocain ou bien une partie. La position dominante doit exister sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci. Dans la pratique, donc la condition de détenir donc une partie
substantielle du marché marocain ne devrait pas poser le problème dans la mesure où les entreprises dominantes sont généralement les plus grandes entreprises nationales ou des groupes multinationaux. Donc cette condition, dans la pratique, la condition de détenir donc une partie substantielle du marché marocain, donc généralement ne pose pas le problème. Ce qui pose le problème, c'est spécialement le troisième condition, c'est la manière par laquelle on utilise donc cette position dominante. La notion de l'abus couvre deux types de différentes pratiques susceptibles de nuire à la concurrence, c'est au niveau de les prix, soit les prix excessivement élevés ou bien les prix excessivement bas. À moins deux éléments qui montrent comme quoi qu'il y a de l'abus de la position dominante. Voilà généralement qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce point. Et c'est la même chose au niveau de la dépendance économique, sauf que la dépendance économique, il est généralement un client et un fournisseur globalement. Si par exemple quelqu'un exerce presque une partie importante de son activité est dépendante des ordres ou bien des commandes d'un client, c'est-à-dire là il y a de la dépendance. Maintenant cette entreprise est dépendante économiquement de son client. Donc le client, donc il peut abuser parfois cette position pour le impacter négativement, donc le comportement, et obliger parfois donc son fournisseur donc soit de réduire les prix, soit de donner des avantages, donc et ainsi de suite. Là on parlait de la dépendance économique. Voilà donc également donc ce numéro prend fin. Et dans le cinquième chapitre, les vidéos prochaines, Inch'Allah, donc on va traiter le droit de la consommation, spécialement la loi numéro 3108. Donc voilà, à très bientôt, Inch'Allah.